Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre encore une ou 2 minutes pour laisser le temps là, à tout le monde de se connecter à la plateforme. À tout de suite. Rebonjour, mon nom est Fabrice Fortin, directeur des communications stratégiques et des affaires gouvernementales à la PCHQ. Je vais animer la présente séance. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur l'inspection pré-réception et l'inspection de conformité après réception. Une confusion persiste dans l'industrie concernant le but et le déroulement de l'inspection pré-réception d'un bâtiment assujetti au plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ce webinaire vous aidera à comprendre ce qu'est l'inspection pré-réception obligatoire et par qui et comment elle doit être effectuée, et la distinguer de l'inspection de conformité qui, elle, devrait être effectuée à la suite de la réception du bâtiment. Je vous présente notre conférencier, M. Marco Lassalle. Marco est technologue professionnel, directeur principal service technique et de la qualification à la PCHQ. Marco est membre du comité permanent de la partie 9 du Code national du bâtiment au Conseil national de recherche du Canada et membre du comité ad hoc BNQ sur l'élaboration d'un guide de bonne pratique pour la surveillance des travaux de construction de bâtiments du Québec. Avant de commencer le webinaire, je vous informe que vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Enfin, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions tout au long du webinaire directement dans le clavardage. Nous allons y répondre à la toute fin, soit à partir là, de midi 40. Je vous invite à ne pas hésiter à le faire et nous allons y répondre là, disons, jusqu'à 13 heures. Je vous souhaite un bon webinaire. Monsieur Lassalle, Marco, à toi la parole. Merci beaucoup, Fabrice. Bien content de dîner avec Ouvre vous. ton micro, Marco. Oups, il devrait être ouvert. Casque pour téléphone. On ne t'entend pas. Ça va bien. Parfait, oui. Là, ça va. Ouais, là, ça fonctionne. Excellent. Donc, merci beaucoup, Fabrice. Super heureux que vous preniez du temps pour dîner avec moi ce midi. Puis plus que les caméras sont fermées de votre côté, je ne vous vois pas. Donc, vous pouvez manger. Il n'y a aucune gêne. Je ne vous vois pas là-dessus. Ça confirme l'intérêt qu'il y a au niveau là, de tout ce qui touche l'inspection de bâtiment. Bien heureux, encore une fois, d'avoir votre confiance. Maintenant, oui, la PCHQ, l'inspection de bâtiment nous intéresse. L'inspection de bâtiment en pré-achat nous intéresse beaucoup, mais également l'implication des inspecteurs en bâtiment dans la qualité de la construction nous concerne énormément. Et bien, on veut vous partager les meilleures pratiques à adopter pour faciliter non seulement les inspections, mais également les suites des inspections. Lorsque les papiers sont bien faits, ben, les suites, lorsque les suites à donner, ben, sont beaucoup plus faciles à être réalisées. Donc, grosso modo, ce qu'on va regarder ce midi, on va regarder le contexte particulier pour les bâtiments garantis construction résidentielle. On va regarder c'est quoi les couvertures du plan de garantie obligatoire. Ce n'est pas nécessairement bien compris de tout le monde. On va essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. On va regarder c'est quoi une pré-réception d'un bâtiment résidentiel neuf. Ici, je vais me limiter seulement au bâtiment unifamilial
ou des bâtiments qui ne sont pas en copropriété divisent, dans le fond. Je ne touche pas aux condos aujourd'hui. Les parties communes de condos, il y a des petites particularités, même des bonnes particularités qu'il va y avoir. Donc, on va regarder c'est quoi les obligations. C'est réglementer la pré-réception. On va regarder de quelle manière ça devrait se dérouler. On va regarder s'il y a des éléments obligatoires qu'on doit y retrouver. Je donne un scoop tout de suite. Oui, il y a des éléments obligatoires. Puis, je vais vous proposer un outil que la PCHQ a développé à ce moment-là pour bien expliquer à votre client de quelle manière, quel est votre mandat que vous pouvez utiliser, que vous pouvez servir dans ce contexte-là. Puis également, on va différencier l'inspection de conformité de l'inspection de pré-réception. Ce n'est pas la même chose, même s'ils peuvent être faits pratiquement en même temps, le mot-clé étant pratiquement. Et ce n'est pas une obligation fortement recommandée par la PCHQ, par contre. Puis encore là, j'ai un outil, un mandat à vous proposer que vous pouvez utiliser, qui est exclusif, bien sûr, aux membres de la PCHQ. Le contexte, Fabrice l'a très bien décrit au départ. Il y a une confusion par rapport à c'est quoi l'inspection de pré-réception, sur quoi est-ce que je peux le faire, est-ce que l'inspecteur utilise son propre rapport, oui, non, peut-être. On va démêler ça. Dans le fond, c'est parce qu'il y a deux actes qui peuvent être exécutés par un inspecteur. Il y a la pré-réception du bâtiment et il y a également une inspection pour aller voir ce que j'appelle l'inspection de conformité, mais essentiellement, c'est pour les malfaçons non apparentes pour le commun des mortels également. Donc, c'est vraiment le but que je veux avoir. On va détailler les deux et expliquer comment ça fonctionne. Première chose, la grosse confusion, c'est qu'est-ce qui est garanti par GCR? Premièrement, on sait que GCR, on va parler de garantie 5 ans. C'est vrai que GCR a une obligation de 5 ans de garantie sur les bâtiments qui y sont enregistrés. Par contre, le 5 ans, ce n'est pas de bumper à bumper si on comparerait avec une voiture. La voiture, ici, elle a beau être annoncée 5 ans de garantie, ce n'est pas de pare-choc avant ou pare-choc arrière. On peut voir que, par exemple, le groupe motopropulseur, c'est seulement 4 ans ou 80 000 km. Ce que le garagiste explique, tout ce qui baigne dans l'huile. Le système audio est juste 2 ans. La ceinture coussin gonflable, lui, il est 5 ans, par contre. Au niveau de la garantie GCR, c'est la même chose. Il y a des éléments qui sont garantis plus ou moins longtemps. On va regarder ça ensemble. Deuxième élément. Souvent, ce que je me fais demander, Marco, une fenêtre, c'est garanti combien de temps? Une toiture, c'est garanti combien de temps? Une infiltration d'eau, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le plan de garantie pour les maisons neuves. C'est plutôt le type de défaut qui va être couvert. Je vais vous donner un exemple. Une fenêtre, il y a certaines garanties qui sont couvertes jusqu'à la livraison du bâtiment. Certaines garanties sont couvertes jusqu'à 12 mois après la réception du bâtiment. D'autres garanties sont jusqu'à 3 ans après la réception du bâtiment. Et puis d'autres garanties sont jusqu'à 5 ans. Ceci dit, c'est l'obligation de GCR envers le bâtiment qui a une exclusion, qui a la limitation, exemple de vis caché 3 ans et vis majeure 5 ans. Au niveau de l'entrepreneur qui a livré le bâtiment, les garanties du Code civil s'appliquent tout aussi longtemps que le Code civil exige que l'entrepreneur couvre ces garanties. Donc, au niveau des fenêtres, je n'ai pas le droit de dire les portes des fenêtres, c'est 5 ans, ce qui est dans le sol, c'est 3 ans, la couverture, c'est armoire de cuisine, 2 ans. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça qu'on peut savoir qu'est-ce qui est garanti ou pas. Les couvertures sont en fonction du type de défaut, puis ça, c'est en fonction du temps. Avant la réception du bâtiment, il y a les garanties d'acompte et de parachèvement qui sont actives. Ça, je ne vais pas y traiter aujourd'hui. Je vais vraiment traiter à partir de la pré-réception jusqu'aux 5 ans. Donc, attardons-nous aux garanties après réception. Les déclinaisons, puis leur durée, c'est quoi? Le parachèvement des travaux. Donc, tous les travaux prévus au contrat et qui n'ont pas été complétés, il faut les noter à la pré-réception. L'extinction de cette garantie-là, elle est à ce moment-là. Les malfaçons apparentes.
Ça s'éteint également à la signature du formulaire de pré-réception. Essentiellement, c'est deux éléments que quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la construction sont capables d'identifier. Ma mère, qui n'est pas une experte en construction, est capable d'identifier que les fenêtres ne sont pas de la bonne couleur, que le revêtement de plancher, ce n'est pas ça qu'elle a acheté, qu'elle est capable de voir, je ne sais pas moi, plein de têtes de vis sur des revêtements de gyps. Elle n'a pas besoin d'être une experte pour pouvoir identifier ces éléments-là. Si je reprends mon analogie avec une voiture, ben c'est un peu l'équivalent quand on fait le tour avec le vendeur du véhicule, puis on regarde, est-ce que la voiture est de la bonne couleur? Est-ce que j'ai les bonnes options? Est-ce que la peinture est abîmée? Est-ce que les sièges sont déchirés? Je n'ai pas besoin d'être un mécanicien pour être capable de faire cette inspection-là. Une fois que j'ai pris possession de mon bâtiment, ben, à ce moment-là, les parachèvements, malfaçons apparentes, ce qui n'a pas été dénoncé sur le certificat, sur le formulaire de pré-réception, ben, les garanties s'éteignent. Je mets un astérisque ici. Il peut y avoir certaines conditions qu'on a un 3 jours suivant cette visite-là, mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc, pour le bien du webinaire, ça s'éteint à la signature ou mettons 3 jours après. Parfait. Après ça, à partir de la date de la pré-réception, cette date-là éteint la garantie de parachèvement, éteint les malfaçons apparentes qui n'ont pas été dénoncées sur le formulaire. Bien, on a les malfaçons non apparentes. On va voir c'est quoi une malfaçon à ce moment-là, mais ça, c'est 12 mois après la réception du bâtiment. Cette partie-là, c'est une partie qui devrait être faite par un inspecteur qui va aller identifier, dans le fond, tout ce qui est non conforme au contrat ou au code ou aux plans et devis. Aux directives, excusez pas, je veux dire aux directives du manufacturier. 12 mois pour les noter. Après ça, au niveau du plan de garantie GCR, les vis cachés, c'est 3 ans après la réception du bâtiment. Et les vis majeures, c'est 5 ans après la fin des travaux. Là, on note vis cachés, malfaçon, apparente, non apparente. Par achèvement, on parle de la réception des travaux. Et puis pour vis majeure, on ne parle pas à ce moment-là de la réception des travaux, mais bien de la fin des travaux. La date pourrait être différente. Maintenant, ça veut dire quoi? Si je reprends l'exemple de ma fenêtre qui n'est pas de la bonne couleur, j'avais commandé des fenêtres noires. J'aime ça, des fenêtres qui se déforment au soleil. Ben, si la fenêtre elle est blanche, ben, à ce moment-là, c'est une malfaçon apparente. Il faut que je le note sur le formulaire de pré-réception. Si je ne note pas ça, même ma mère, qui n'est pas une experte en bâtiment, est capable de le voir. À ce moment-là, la garantie devrait être issue pour cet élément-là. Il manque du crédit sur ma fondation. C'est au contrat. Ben, à ce moment-là, la garantie de parachèvement de travaux devrait être faite à ce moment-là. Pour les fenêtres, parachèvement de travaux, ça serait quoi? Ben, écoute, il manque une fenêtre, je devrais le noter là. Maintenant, malfaçon non apparente. La même fenêtre, les cales d'installation ne sont pas installées correctement, ne sont pas installées en nombre suffisant ou aux endroits prescrits par le manufacturier. Ben ça, à ce moment-là, c'est une malfaçon non apparente. Ma mère ne peut pas le savoir. Et si ce n'est pas correct, ben, si c'est découvert dans les 12 premiers mois après la réception du bâtiment, la réclamation pourrait être retenue par GCR, comme quoi que l'installation de la fenêtre doit être reprise. Et une malfaçon non apparente, qu'elle a une conséquence ou non sur la qualité ou la durabilité du bâtiment, ne change en rien. Si ce n'est pas conforme au code ou aux exigences du manufacturier, ben, on arrache et on recommence, on corrige. Les vis cachés, eux autres, donc à partir après 12 mois, un élément non conforme qui est découvert, ben, s'il n'y a pas de conséquences, ben, la garantie, elle est éteinte sur cet élément-là. Les vis cachés, à ce moment-là, je vais avoir une extinction dans les 3 ans au niveau de GCR, non au niveau de la responsabilité nécessairement de l'entrepreneur. Les vis cachés, ben, on connaît les critères, hein, ça existait au moment de la vente. L'acheteur ne le savait pas, il n'aurait pas acheté ou il n'aurait pas payé si fort prix s'il l'avait eu, et ça cause un préjudice. Je dois avoir des dommages aux vis cachés pour être reconnu.
Également, au niveau des vices cachés, ce n'est pas juste de le noter, il faut démontrer ces éléments-là. Fait que l'expert, l'inspecteur qui serait appelé à travailler dans un dossier de vices cachés devrait faire un rapport d'expertise et non un rapport d'inspection. Je vais y revenir un peu plus loin. Euh, une fenêtre, un vice caché, ça pourrait être quoi? Ben, la même fenêtre, si elle coule, ça pourrait faire partie des vices cachés. Pourquoi qu'elle coule? Est-ce que la cause était là au moment de la vente de l'immeuble? Si c'était oui, ben, à ce moment-là, il va falloir corriger la raison pourquoi que ça coule par la responsabilité de l'entrepreneur. Donc, on peut voir la fenêtre égratignée où elle n'est pas de la bonne couleur, c'est la réception. Quelque chose, les chiffres ne sont pas en bonne place, par exemple, les cales ne sont pas en bonne place, ça, c'est une malfaçon non apparente, 12 mois. La fenêtre, elle coule 3 ans. Et vice majeur, ben là, dans le fond, si on ne touche pas à ça, ben on risque d'avoir une perte de l'ouvrage à ce moment-là. Je répète ici, seules les responsabilités appartenant à GCR s'éteignent avec ces dates-là. Tout ce que le Code civil impose à l'entrepreneur continue de marcher. C'est juste qu'à ce moment-là, le consommateur ne peut pas se tourner vers GCR, doit se tourner vers son entrepreneur qui l'a livré. Et ça ne veut pas dire non plus que l'entrepreneur doit tout garantir. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur du Code civil. Maintenant, allons plus précisément dans l'inspection pré-réception. C'est quoi ça, l'inspection pré-réception? Ben, c'est une inspection qui est encadrée par le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs obligatoires. Le terme inspection pré-réception il est nommé dans le règlement, puis la manière dont il doit être réalisé est également décrite. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un règlement d'ordre public. Par conséquent, tout le monde doit le respecter. Il n'est pas possible de sortir par une entente particulière du déroulement qui est prescrit par le règlement d'ordre public. À quoi sert l'inspection de pré-réception? Ben, elle va servir d'identifier les travaux à parachever puis d'identifier les malfaçons apparentes. C'est à ça qu'elle sert, l'inspection pré-réception. Je veux également souligner que c'est sur le formulaire d'inspection pré-réception que doit être établie la date de réception du bâtiment. C'est une date qui est super, hyper importante parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est elle qui, d'une part, éteint les garanties de parachèvement et malfaçons apparentes, mais c'est surtout elle qui va aller débuter les garanties contre les malfaçons non apparentes et les garanties contre les vices cachés. Euh, c'est l'article 10 du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui décrit les garanties applicables à la réception du bâtiment. Comme j'ai déjà mentionné au moment de la réception, je recommence, tel que déjà mentionné, au moment de la réception, les garanties à surveiller sont celles à l'égard du parachèvement des travaux, puis ce qui a rapport avec les malfaçons non apparentes. Ce que le règlement dit, c'est que les garanties d'un plan dans le cas d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir le parachèvement des travaux, dénoncé par écrit au moment de la réception, puis les malfaçons apparentes dénoncées par écrit au moment de la réception. Il y a un petit bémol là, par rapport aux 3 jours, mais je ne rentre pas dans ce détail-là ici. Maintenant, c'est quoi une malfaçon? Ah, d'ailleurs, j'insiste sur le terme malfaçon. Euh, J'invite les inspecteurs à une grande prudence à l'égard de l'utilisation du terme anomalie, qui est très populaire au niveau de l'inspection. Il faut nommer un chat, puis une anomalie, c'est grosso modo, c'est un écart par rapport à la normale. C'est une exception à la règle. Fait que lorsqu'on note une anomalie, ben, on fait juste noter qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil comme ce qu'on voit généralement. Fait que c'est pas nécessairement un défaut, c'est pas une non-conformité, c'est pas une conformité non plus. Ça veut rien dire dans un rapport d'inspection. Je vais vous donner un exemple bien concret. Le concept du mur parfait de la PCHQ, c'est une anomalie. Parce que ce type d'assemblage-là, c'est un écart par rapport à ce qui se fait comme construction. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, le mur parfait de la PCHQ, c'est une coupe de mur d'où est-ce que j'ai aucun isolant dans la cavité. Tout l'isolant est mis à l'extérieur, le paraire à l'extérieur et bien sûr le parquet à l'extérieur. C'est une anomalie, mais qui est tout à fait conforme aux exigences partie 9 et partie 11 du Code.
qui performent très bien et même qu'on a démontré par l'étude qu'on a faite avec Bécancour que non seulement que c'est conforme, mais c'est encore plus durable et performant qu'une construction standard. Donc, lorsqu'on voit une malfaçon, ben, c'est une malfaçon à ce moment-là. Ou une non-conformité également, ça serait un terme qui fait du sens. Euh, le terme malfaçon il est défini à l'intérieur du contrat de garantie de GCR. Grosso modo, c'est un travail mal fait ou mal exécuté compte tenu des normes qui sont applicables. Les normes se trouvent dans les conditions contractuelles, les règles de l'art. Les règles de l'art, je vais y venir, il s'agit de défauts mineurs qui n'ont pas d'incidence sur la solidité du bâtiment et qui, selon le cas, sont existants et apparents au moment de la réception ou existants et non apparents au moment de la réception. Euh, le code de construction, c'est une des normes qu'on a, des règles de l'art. Les normes d'installation du fabricant ou d'utilisation du fabricant également, ils sont là. Donc, les mots-clés ici, c'est apparent au moment de la réception ou non apparent au moment de la réception. Euh, J'ai dit tantôt que le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs encadre l'inspection de pré-réception. Ça veut dire qu'elle dit comment ça doit se faire. C'est l'article 17 du règlement qui donne l'obligation, qui l'explique comment ça doit être fait, par qui et comment. Qu'on demande, c'est que chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception. L'inspection doit être effectuée conjointement par l'entrepreneur et le consommateur à partir d'une liste préétablie d'éléments à vérifier fournis par l'administrateur. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le législateur, l'obligation, c'est que chaque bâtiment soit inspecté avant la réception. C'est pour ça que c'est le formulaire d'inspection pré-réception. Ça doit être fait obligatoirement par l'entrepreneur et le consommateur. Ils doivent être là, les deux. Puis c'est pour le formulaire de l'inspecteur, c'est sur le formulaire de GCR qu'on doit le faire. On fait quoi? Ah oui, ici, il y a une phrase clé. Le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix. Ce n'est pas une obligation, c'est la meilleure pratique que le consommateur soit assisté par une personne neutre, non impliquée émotionnellement dans la transaction, pour pouvoir l'accompagner. Cette personne-là peut être un beau-frère, un parent, un ami ou un inspecteur en bâtiment. Moi, je préfère le dernier, l'inspecteur en bâtiment. Ceci dit, ici, le rôle de l'inspecteur change. Vous êtes habitué, et même dans l'inspection pré-achat, la norme vous oblige à être le maître de l'inspection, du déroulement, de la séquence. Pas ici. Ici, l'inspecteur est un accompagnateur. C'est le consommateur et l'entrepreneur qui effectuent, qui mènent l'inspection. Par contre, l'inspecteur va accompagner le consommateur, il va l'aider à identifier les choses et il va s'assurer que ce qui est nommé est bien inscrit sur le formulaire. Une grosse nuance à ce moment-là. L'inspecteur ne peut pas partir tout seul pour faire une inspection pré-réception. L'entrepreneur doit être là, le consommateur doit être là et ça doit être fait sur le formulaire de GCR. On fait quoi dessus? Bien, dans le fond, c'est le bénéficiaire et l'entrepreneur qui identifient ce qui reste à compléter comme travaux et les vices et malfaçons apparents qui sont à corriger. Également, c'est au moment de l'inspection pré-réception qu'on va déterminer le moment, le délai maximum pour réaliser les correctifs. C'est un moment de sursis que le consommateur donne à l'entrepreneur pour compléter. Mettons, s'il dit que tout va être complété dans 2 mois, bien, le consommateur ne peut pas faire une réclamation chez GCR pour les éléments de la liste tant que le 2 mois n'a pas été écoulé, parce qu'il a donné un sursis de 2 mois à l'entrepreneur pour compléter ça.
Je vais revenir avec le formulaire dans pas de loin. Donc, l'inspection pré-réception, c'est ce formulaire-là qui est obligatoire. Pour que la pré-réception soit valide, il faut que l'inspection soit effectuée par le bénéficiaire et l'entrepreneur. Je réinsiste sur la phrase, sur l'utilisation du terme assisté d'une personne de son choix. Ce n'est pas un terme qui a été utilisé de manière anodine par le législateur. Ça fait plutôt référence à un accompagnateur, une personne qui vient aider le consommateur à faire sa partie du travail qu'il a à faire, mais ce n'est pas un professionnel qui dirige l'inspection. D'ailleurs, si je traitais dans la présentation ici des réceptions des parties communes, ben, le législateur il va aller vraiment dire que ça me prend un inspecteur, membre d'un ordre professionnel pour faire la réception des parties communes. On va vraiment le spécifier à ce moment-là. Donc, le déroulement, ben, on fait le tour du bâtiment. Dans le rôle d'accompagnateur, j'invite l'inspecteur à préciser des éléments s'il trouve que les informations données par l'entrepreneur sont incomplètes. Ça fait partie de l'accompagnement. Ça fait également partie de l'accompagnement de l'inspecteur, bien que ce n'est pas l'inspecteur qui dirige l'inspection, qui impose le rythme ou quoi que ce soit. Si l'entrepreneur, exemple, va trop vite pour la capacité à encaisser les informations de la part du consommateur, ben, voilà une belle utilité également de l'inspecteur de s'assurer que le rythme de suivi, d'apprentissage du consommateur est respecté dans le processus. Donc, on les remplit section par section et notez que les sections identification, description du bâtiment, ça peuvent être pré-remplies, mais les sections liste d'éléments à inspecter, mais ça ne peuvent pas être pré-remplies. Notez que si l'entrepreneur, par contre, sait déjà qu'il manque les moustiquaires, puis il l'a déjà écrit, il est correct, mais l'entrepreneur ne pourrait pas arriver avec tout vérifié, puis tout est beau. Non, on va vraiment les regarder. Ce qui est bien important, c'est de travailler de manière systématique. Par exemple, pièce par pièce, on regarde le plafond, les murs, le plancher. On va aller regarder les fenêtres. Moustiquaire est là, poignées sont là, ouverture, fermeture, les portes, celle de la pièce, celle de la garde-robe. On va aller regarder dans le garde-robe, tablette, règle, tout est là. Parfait, on s'en va à l'autre pièce. Plafond, mur, plancher, fenêtre, moustiquaire, manivelle, on rouvre, on ferme. Porte, porte de garde-robe, plancher de garde-robe, tablette, tout ça. On le fait systématiquement, pièce par pièce. Maintenant, on va s'attarder à une des parties les moins bien complétées du formulaire, la déclaration de réception, qui est juste ici. Il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que la réception a lieu sans réserve. Ça veut dire que l'ensemble des travaux privés au contrat ont été complétés et qu'il n'y a aucune malfaçon apparente. Ben, dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, on va noter la date de l'inspection, c'est la déclaration de réception. C'est la date qui débute mes garanties malfaçon non apparente et ma garantie de vice caché. Donc, on va cocher la case sans réserve et on va inscrire la date de fin de travaux. Celui-là est assez facile. Deuxième scénario. Je n'ai pas de parachèvement à faire, mais il y a présence de malfaçon apparente à corriger. Dans ce cas-là, je vais cocher réception avec réserve et je vais avoir une date de fin de travaux. Les travaux, la date de fin de travaux, c'est lorsque tous les travaux prévus au contrat ont été complétés. Ça veut dire que c'est une date parce qu'il n'y a plus de parachèvement. Un correctif n'est pas un parachèvement. Donc, les travaux sont complétés et je vais avoir des correctifs à aller arroser. Donc, réception avec réserve et la date de fin de travaux. D'ailleurs, il est marqué que c'est applicable
seulement s'il n'y a pas de travaux à parachever. Dans mon cas ici, j'ai des réserves, mais sans travaux à parachever. Maintenant, et la date de fin de travaux, en passant, si je reviens ici, c'est la date qui débute la garantie 5 ans contre les vices majeurs. Donc, la date de déclaration de réception, ça a été un parachèvement, ça a été une malfaçon apparente, ça débute malfaçon non apparente, ça débute vice caché, et ma date de fin de travaux va aller débuter ma date de garantie pour les vices majeurs. Maintenant, j'ai des travaux à parachever. Qu'est-ce que je vais aller faire à ce moment-là? Bien, si j'ai une réception avec réserve qui inclut des travaux à parachever, je vais encore cocher ma case réception avec réserve, mais je n'inscris pas de date de fin de travaux parce qu'il me reste des travaux à compléter. Maintenant, ce que je vais devoir faire, ça va être à ce moment-là d'aller indiquer une date qu'on convient que je vais compléter les travaux. Ce n'est pas nécessairement la date de fin de travaux, c'est la date à laquelle je m'engage comme entrepreneur à aller compléter les travaux. Maintenant, pour le mandat, la PCHQ, on vous a préparé un mandat des inspecteurs pour avoir des mandats de service pour faire de la pré-réception des bâtiments GCR. Pour faire la pré-réception GCR, pas besoin d'être inscrit à l'ordre des architectes, des ingénieurs, des technologues. Un inspecteur en bâtiment peut très bien le faire. D'ailleurs, c'est un mandat d'accompagnement. Ma mère, qui n'a aucune expérience en construction, a le droit d'accompagner quelqu'un. Elle ne le fait pas. Elle n'est pas vraiment par des services, elle ne le fait pas. Elle le sait qu'elle n'est pas bonne là-dedans. Mais elle fait d'excellents dessins. Donc, plus sérieusement, on a un mandat de service qu'on vous propose à la PCHQ qui explique aux consommateurs que le mandat que l'inspecteur est en train de prendre, c'est un mandat d'accompagnement, tout simplement. On rappelle que c'est à l'entrepreneur et au consommateur d'être présent. Ce consommateur doit être là. Ceci dit, est-ce qu'il pourrait vous signer un mandat de représentation? Oui, c'est possible. Ceci dit, parlez-en avec votre assureur parce que là, c'est vous qui êtes responsable s'il manque des éléments là-dedans à ce moment-là. La responsabilité est beaucoup plus large à ce moment-là pour l'inspecteur que s'il le fait accompagner. La description du mandat, elle est à l'intérieur du mandat. On nous explique qu'en accompagnant le client, ben, dans le fond, l'inspecteur aide à identifier les éléments à parachever, les vices et malfaçons apparentes. Puis on l'explique, ce n'est pas un mandat pour la validation réglementaire, ni pour de la conformité aux normes. Et on explique que l'inspecteur offre un mandat distinct ces services pour effectuer l'installation de conformité à la demande du client. Donc, on l'explique en toute transparence au client. Si c'est un mandat pour de la pré-réception, je t'accompagne, mais je ne suis pas là pour regarder la conformité au code, je ne suis pas là pour regarder la conformité aux directives du manufacturier. Par contre, si tu veux que je le fasse, j'ai ce qu'il faut pour toi. Je peux te l'offrir. L'inspection est limitée aux éléments visibles et accessibles du bâtiment au moment de la visite, ce qui est tout à fait normal. On explique qu'on va utiliser le formulaire produit par GCR et on va aller mettre une recommandation à l'intérieur qui explique que le plan de garantie protège contre les malfaçons non apparentes, par exemple, toutes nos conformités réglementaires. Si elles sont découvertes à l'intérieur d'un délai dépassant pas 12 mois suivant la réception du bâtiment. Donc, on explique que le client a 12 mois pour donner le contrat d'inspection de non-conformité pour les malfaçons non apparentes suite à la réception. Après ça, on explique c'est quoi votre rôle comme inspecteur à l'intérieur de ça. Donc, c'est de jouer un rôle d'information lors de l'inspection. C'est de signaler au client les éléments à compléter, les malfaçons, les vices apparents, tels que définis par le règlement,
Et on rappelle que l'inspection, c'est menée conjointement par l'entrepreneur et le client. Euh, L'inspecteur doit informer le client que l'entrepreneur est légalement tenu d'être présent lors de l'inspection. Ce n'est pas une caprice, il doit être là pour que la réception soit valide. L'inspecteur s'engage à réaliser l'inspection en toute impartialité et objectivité. Tout à fait normal, c'est ce qu'on s'attend de la part d'un professionnel. Puis l'inspecteur va quand même signaler immédiatement au client tout problème majeur qui requiert une correction immédiate avant la réception du bâtiment. On ne fait pas des œillères non plus, là. Quand on voit quelque chose de majeur, on va y aller avec ça. Maintenant, l'inspection après la réception du bâtiment. Ça ici, on n'y peut légiférer par le règlement. C'est quelque chose de tout à fait volontaire, mais grandement recommandé par la PCH. Donc, je rappelle, le règlement exige que les plans de garantie couvrent les malfaçons non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception. Donc, le consommateur a 12 mois après la date de réception pour faire effectuer cette inspection-là s'il le désire. C'est là-dessus qu'il devrait porter l'inspection de conformité. En passant, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il attende 12 mois. L'entrepreneur et le consommateur, qui est accompagné de l'inspecteur, peuvent très bien faire une inspection pré-réception. L'entrepreneur embarque dans son pick-up, il s'en va. L'inspection de non-conformité peut se faire immédiatement. Il n'y a aucun problème avec ça. L'entrepreneur n'a pas à être sur place. Il peut être sur place si c'est souhaité par le client, par l'inspecteur, par l'entrepreneur. Il n'est pas obligé d'être sur place. Je rappelle, au niveau des malfaçons non apparentes, le fait qu'un client accepte sans réserve, on l'a vu, c'était marqué sans réserve sur le formulaire GCR, le fait qu'un client accepte sans réserve le bâtiment, il conserve ses recours concernant les vices ou malfaçons non apparentes. Fait que quand il a accepté, en condition, le bâtiment, c'est par rapport aux malfaçons apparentes. Le garde-corps n'a que 32 pouces. Ma mère, elle voit qu'un garde-corps. Elle ne sait pas quelle hauteur qu'il prend. Est-ce qu'il prend 30 pouces, 32 pouces, 36 pouces, 42 pouces? Ça dépend de la hauteur pour 36 ou 42 pouces. Ma mère, elle ne le sait pas. Elle a accepté le bâtiment. S'il y a un inspecteur qui passe après, à l'intérieur de 12 mois, puis qu'il voit qu'il n'y a pas le 36 pouces ou 42 pouces, il y a un écart de 6 pouces de dénivelé de plancher, bien, à ce moment-là, là, ma mère aurait conservé tous ses droits concernant les malfaçons non apparentes. Et c'est une malfaçon non apparente. Donc, l'entrepreneur doit être garant des malfaçons non apparentes pour les travaux qu'il a exécutés, découvertes dans l'année qui suit la réception. Au niveau des malfaçons non apparentes, on le dit, une malfaçon, c'est un travail mal fait, mal exécuté, compte tenu des normes qui sont applicables. Les normes, c'est dans les conditions contractuelles, les règles de l'art qui incluent les directives d'installation, les codes applicables. C'est des défauts mineurs qui n'ont pas d'incidence sur la solidité du bâtiment, puis qui sont, quand on dit qu'il n'y a pas d'incidence, que ça cause un problème ou pas, si c'est non conforme, directive du manufacturier, non conforme aux plans et devis, qui étaient non apparents, et non conforme au code de construction applicable, que ça cause un préjudice ou non, mais c'est couvert, c'est une malfaçon non apparente. Ça fait 25 ans que je fais ça même, je n'ai jamais eu de réclamation. Bon, ben, parfait, bravo, ben là, t'en as une. Encore une fois, un mandat d'inspection qui est disponible pour les inspecteurs membres de la TCHQ à ce moment-là. Encore une fois, sans le lire au complet, là, mais on décrit le mandat comme étant une inspection de conformité qui vise à évaluer la conformité du bâtiment aux lois, codes, règlements, normes de cœur ainsi qu'aux plans et devis. C'est en vue de détecter les malfaçons non apparentes,
On a encore les éléments usuels. On explique c'est quoi une malfaçon non apparente. Ma mère, elle ne sait pas c'est quoi. Fait on y décrit tout simplement. C'est un élément tel qu'un matériau, un assemblage de matériaux non conforme à la réglementation de construction, aux directives du manufacturier de matériaux. Les éléments qu'on va aller vérifier. Les obligations d'un inspecteur. Donc, encore une fois, on parle de toute impartialité. Il va signaler tous les problèmes majeurs qui requièrent une correction immédiate. Il va indiquer clairement pour chacun des éléments soulevés dans le rapport le nombre d'éléments visés ou spécifier les zones affectées, hein, plus que fenêtre non conforme. Est-ce que c'est toutes les fenêtres? Est-ce que c'est. Faut être plus précis que ça. Les dénonciations pas claires font les réclamations pas claires, font les dossiers qui traînent dans le temps, qui n'est pas intéressant ni pour vous, ni pour le consommateur à ce moment-là. Tout ce qui traîne se sait. Donc, c'est sûr, on n'est peut-être pas obligé de parler, une maison qui a 25 fenêtres, si c'est 100 des fenêtres, on va l'écrire 100 des fenêtres. Si c'est juste certaines fenêtres, exemple, seulement les fenêtres abattantes, il y a des fenêtres abattantes, puis il y a des fenêtres coulissantes, on va l'écrire. Il faut être le plus précis possible, sans exagérer non plus. Et également, ce qu'on demande aux inspecteurs membres de la PCHQ, c'est de remettre un rapport écrit de ces observations sur les non-conformités et les recommandations. Et vous allez également, dans votre mandat, spécifier le nombre de jours que vous engagez à remettre votre rapport. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur, déjà disponible sur apchq.com, qui est notre nouveau site. Je vous invite à aller le visiter pour faire part de vos commentaires sur apchq.com. Vous avez les contrats d'accompagnement pré-réception, les contrats d'inspection de conformité après réception. Vous avez aussi des outils comme les fiches techniques de la PCHQ qui peuvent vous aider. On a également les fiches de point de contrôle qui peuvent vous aider. On a le guide de performance de la PCHQ qui peut également vous aider à apprécier est-ce que c'est un élément qui est acceptable ou non acceptable. Donc, vous avez tout ça de disponible sur apchq.com. Certains éléments sont ouverts à tous, d'autres sont exclusifs aux membres. Aux membres. Également, vous avez du support technique pour les membres et juridique par téléphone. Connaître, exemple, quel code est en vigueur dans la municipalité, parce qu'une inspection de conformité, ça se fait en fonction du code de construction en vigueur dans la municipalité. Vous n'êtes pas sûr, rappelez-nous. On va vous le valider quel était le code en vigueur dans la municipalité. Également, pour valider les clauses de contrat, c'est disponible pour vous. Également, on a des formations spécifiques à garantie. Pour les entrepreneurs, on a des formations sur votre chantier pour la réception des bâtiments qui vont être disponibles là, en juillet prochain, qui vont être reconnus FCO, sur comment livrer les bâtiments, comment traiter les plaintes de ces éléments-là. Et pour les inspecteurs, on vous développe des formations en ligne asynchrones parce que vous n'avez pas de chantier attitré directement à vous. C'est difficile d'aller faire ça sur des chantiers qui ne vous appartiennent pas. Mais on développe vraiment des formations qui sont très cohérentes une avec l'autre, certaines dédiées aux inspecteurs, certaines dédiées aux entrepreneurs. Mais c'est le même contenu, on dit la même chose. Il n'y a pas deux discours selon ce qu'on parle des inspecteurs ou des entrepreneurs. On le présente sous un autre angle, tout simplement. Maintenant, ça, c'est une page que je trouve assez intéressante. Je trouve toutes intéressantes, mais particulièrement celle-là. Si on regarde des éléments de garantie, parachèvement, malfaçon apparente, la période de garantie s'éteint à la signature du formulaire de pré-réception. Le rapport à utiliser, c'est le formulaire de GCR. Il n'y a pas d'autre, c'est lui qu'il faut utiliser. Puis nous, on a un modèle de mandat pour vous pour atteindre ces objectifs-là. Les malfaçons non apparentes, c'est 12 mois après la réception du bâtiment. Puis ça, c'est votre rapport d'inspection qui le fait. Ça, c'est vraiment un rapport d'inspection que vous pouvez utiliser. Le vôtre est bien parfait. On a un mandat directement pour vous pour pouvoir le faire. Maintenant, lorsqu'on est en vice caché et en vice majeur, ce n'est plus de l'inspection, quoique c'est des éléments qui peuvent être traités par un inspecteur, on va parler plutôt d'expertise. Ce n'est plus seulement un constat, ça va plutôt être à ce moment une analyse. Donc, on va aller constater, on va analyser
et on va aller faire des recommandations à l'égard de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça. D'ailleurs, le rapport d'expertise est un des prochains webinaires qu'on va avoir, qui va être encore disponible pour les inspecteurs. Je vais vous en parler dans pas long. Et le modèle de mandat d'expertise n'a pas encore été complété à 100%. On est en train de peaufiner les dernières clauses à mettre à l'intérieur. Si entre-temps, vous avez besoin d'avoir un mandat d'expertise, ben, attendez pas que ce soit disponible à pchq.com. Appelez-nous, on va quand même travailler avec vous pour que vous ayez un outil présent maintenant pour pouvoir le faire. J'ai parlé rapidement des prochains webinaires que j'ai dit, oups, on allait avoir la rédaction de rapport d'expertise. Ben, écoutez, vous pouvez déjà noter ça à votre agenda. À tous les 2 ou 3e mardis du mois, à tous les 3 mardis, en fait, on a un webinaire dédié à un volet de l'inspection de bâtiment. Donc, le 15 avril, 20 mai, après ça, on prend une pause pour l'été. On va vous laisser rusher avec les ventes en juin, juillet. Ou septembre, octobre, novembre, décembre, on a des webinaires axés sur l'inspection chantier. Si vous avez des thèmes précis que vous voulez qu'on aborde, bien, envoyez-nous-les. Là, je vous ai déjà parlé de la rédaction d'expertise. Oui, parfait. On va avoir également, pour ceux qui font de l'expertise, le témoignage au tribunal, comment se préparer comme expert dans un dossier. Également, on va avoir un webinaire sur de l'assurance en inspection, selon tout ce qu'on peut aller faire. Bref, un paquet d'éléments pour vous. Et comme disait une vieille pub des années 80, That concludes my presentation. Je suis disponible pour répondre à vos questions s'il y a des questions et s'il reste des personnes dans la salle. Oui, il y a des questions, Marco, dans le clavardage. Donc, première question, est-ce possible d'ajouter un rapport en annexe du document GCR au lieu d'un checklist préétabli? C'est possible, mais il n'y a pas beaucoup de valeur. Parce qu'on ne demande pas de documenter, on ne demande pas de mettre des photos. S'il est noté qu'il y a une graphine sur le plancher de l'entrée, qu'il y ait une ou pas de photo, on s'est entendu que la graphine est déjà là. C'est vraiment le rapport, mais des fois, ça peut arriver que le formulaire est insuffisant. Fait que, ben, il faut qu'il soit signé par les deux. Fait que ça ne sera probablement pas un rapport qui va arriver plus tard, qui est écrit à la machine. Ça va probablement être sur une feuille lignée à part et qui va être paraffé par les parties également qui vont être sur place pour arriver dessus. Mais sincèrement, si la liste est trop longue et il faut trop déborder, est-ce que le bâtiment est vraiment prêt à être livré? Une autre question, pouvons-nous mettre la date fin de travaux lors du parachèvement alors qu'il demeure, par exemple, le crépi à faire, qui est un travail saisonnier, ou nous devrons refaire signer tous nos clients au printemps la Non. fin de travaux pour le crépi qui n'était pas réalisé? Ah, merci pour la question. Ben, merci pour la première question aussi, là, soit dit en passant, là. Mais la date de réception de travaux doit être signée. La date de fin de travaux n'a pas à être signée. Par contre, GCR a un formulaire sur lequel l'entrepreneur peut dire, il me restait le crépi à faire, je l'ai fait, puis je vous l'envoie. Ça fait une date qui est figée dans le temps, qui a déjà été prédéterminée pour savoir dans 5 ans, est-ce que c'est encore un dossier GCR ou pas, si jamais il y a un vice majeur qui vient dedans. Donc, la fin de travaux, il n'y a pas de besoin de faire signer le consommateur. Est-ce que le guide de performance est maintenant mis à jour en fonction du code? Le guide de performance n'a pas à être mis à jour en fonction du code parce que le code, c'est lui qui est la règle. Le guide de performance, il aide à évaluer de la qualité, de la performance ou de la non-performance d'un travail à l'égard d'éléments que le code ne spécifie pas. Pour être en français, le code il dit qu'il faut que tu fasses un mur. Parfait. Est-ce que le mur est toujours 100% droit? Ça se peut qu'il y ait un angle. 1%, c'est acceptable, 2%. Si le mur a un 32e de jeu, c'est acceptable? Un huitième? 4 pouces, elle est où la ligne? J'exagère, le 4 pouces, c'est clair, c'est pas acceptable. Mais le guide de performance établit des endroits où on doit tracer la ligne entre ce qui est acceptable et non acceptable.
Mais c'est toujours le code qui a priorité. Donc là, j'ai plutôt un commentaire et non pas une question. Donc, je n'ai jamais rempli moi-même le document de la GCR. J'explique à mon client qu'il doit le remplir et l'entrepreneur fait de même. Mon rôle consiste à effectuer l'inspection, identifier les éléments incorrects et remettre un rapport. C'est ce que j'ai compris des explications fournies sur le site de la GCR. Si je comprends bien maintenant, je n'avais pas nécessairement à faire un rapport s'il s'agissait seulement de malfaçon apparente. Ben, puis c'est là que c'est confus dans l'industrie. La question est super honnête, puis c'est des choses qu'on voit tout le temps. Là, je ne suis pas capable de comprendre. Le mandat était-il de la pré-réception ou c'était de la conformité? La pré-réception, c'est le formulaire de GCR, il n'y a pas moyen de passer après. Même GCR n'a pas le droit de passer à côté, c'est le législateur qui l'impose. GCR, par contre, pourrait changer son formulaire. C'est à GCR de décider quel est le formulaire à utiliser. On est obligé de le faire. Un inspecteur qui fait son propre rapport, ben là, à ce moment-là, ça ne serait plus pour des malfaçons apparentes ou non, c'est pour du non apparent, c'est pour de la conformité. Puis là, à ce moment-là, oui, il va peut-être à bonifier de photos, de différents éléments, parce qu'il est peut-être tout seul à faire cette inspection-là, puis il va falloir que le consommateur comprenne de où qu'on parle et l'entrepreneur. Et si ça se rend en plein, bien également l'inspecteur décisionnaire de GCR également. Une autre question, l'entrepreneur peut-il être représenté lors de l'inspection? Oui, il peut être représenté, tout à fait. Il peut être représenté par quelqu'un de la compagnie. Puis, est-ce qu'il pourrait donner un mandat à quelqu'un de l'externe? Fort probablement. Là, je ne suis pas un juriste là-dessus, mais à ce moment-là, avec une procuration, il pourrait fort probablement le faire. Une réponse plus précise, service juridique de la PCHQ, réponse instantanée. Et peut-être qu'on pourrait demander, il va y avoir un courriel de suivi, peut-être qu'on pourrait préciser la réponse en même temps. J'ai une question, peut-être, je ne sais pas si c'est clair pour toi, Marco. J'aimerais un retour sur la fin du travail quand il reste des choses à faire. Bon. OK. Si je fais l'inspection pré-réception, tous les travaux prévus au contrat ont été effectués, mais que je vois des choses à corriger. Exemple, un plancher qui est gratiné. Ben, à ce moment-là, la fin des travaux a eu lieu parce que tous les travaux prévus au contrat ont été exécutés. Fait que là, à ce moment-là, ma date de réception puis ma date de fin de travaux vont être la même chose. Puis même la date de fin de travaux pourrait même être avant la réception parce que c'est la date de fin de travaux qui a eu lieu. Mais là, à ce moment-là, c'est un acte de foi. Est-ce que ça a été fini le 5 mars ou ça a été fini le 10 mars? Je ne sais pas, je n'étais pas là comme consommateur. S'il reste des travaux à compléter, il n'y a pas de fin de travaux. La fin de travaux, c'est quand il y a des travaux à compléter. Mais corriger, ce n'est pas à compléter, ils ont été faits, ils doivent être corrigés. Attends un moment, il y a des questions qui s'ajoutent. Donc, est-ce à l'inspecteur de remplir le document de pré-réception de la GCR ou au client et à l'entrepreneur? Ça appartient à l'entrepreneur et au client by the book. Ceci dit, le client, ça se peut que je sois mal à l'aise de faire, je ne connais pas les termes et ces éléments-là. Euh, Vous avez le droit de l'offrir, vous êtes là pour accompagner. L'entrepreneur qui dirait non, c'est moi qui le tiens, puis ben, écoute, qu'il tienne son table et qu'il remplit, mais vous avez quand même un droit de regard sur ce qui est écrit dessus, vous êtes d'accord. Et d'ailleurs, il y a un élément important que je n'ai pas mentionné pendant la présentation, mais qu'est-ce qui arrive si on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui arrive sur un élément si on n'est pas d'accord? Le client dit ça, c'est pas acceptable, l'entrepreneur dit ça, c'est acceptable. On doit l'écrire sur le formulaire de pré-réception et également, parce que tout ce qui est écrit là, c'est d'accepter sa responsabilité. Donc, c'est une admission. L'entrepreneur doit écrire qu'il y a une mésentente sur ce sujet. Donc, il faudra que GCR vienne évaluer si c'est acceptable ou pas. Donc, ça ne donne rien de s'obstiner ou quoi que ce soit. Fabrice, tu trouves que le plancher n'est pas acceptable. Moi, je trouve qu'il est acceptable. On va marquer qu'est-ce qu'il y en est, on va écrire à ce moment-là qu'on est en désaccord. Arrêtons la discussion là. Allons au prochain élément. Est-ce que l'on peut faire le rapport de conformité avant
est présenté pendant excuse-moi, il y a une erreur, l'inspection de réception et on Oui. combine les deux au même moment? Donnerait de combiner les deux, mais de le faire avant, aucun problème avec ça. Mais c'est vraiment l'élément qu'on veut, on veut montrer que c'est deux actes professionnels différents. C'est ce qu'on veut montrer. Fait qu'on ne veut pas les faire en même temps. Mais l'inspection de conformité peut très bien être faite avant, peut très bien être faite après, mais ça ne devrait pas être fait en même temps. Pourquoi? Ben, c'est assez simple. L'entrepreneur doit être là tout le long. Le consommateur doit être là tout le long. L'inspecteur, ça se peut-tu qu'il veut prendre 4 heures pour faire l'inspection de conformité? Ça se peut-tu que l'inspecteur, ça ait tente de prendre 6 heures, 8 heures pour faire. Il ne peut pas être là en même temps d'entrepreneur à ce moment. C'est deux éléments. Et même, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un seul mandat en recouvrant les deux? Et c'est vraiment, il y a tellement de confusion dans l'industrie qu'on s'est dit. Donc, pour un souci de transparence, pour un souci de mieux éduquer les consommateurs et les entrepreneurs aussi, et les inspecteurs aussi là-dessus, on va le faire vraiment deux mandats différents pour montrer qu'il s'agit bien de deux actes différents. Un est obligatoire, l'autre, à mon humble avis, est tout aussi important, mais n'est pas obligatoire. Malheureusement. Comment fonctionner lors de la vente d'une maison modèle? Ben là, à ce moment-là, la maison modèle, il va y avoir une déclaration de fin de travaux qui va être faite à GCL, à GCR. Il n'y a pas de consommateur. Comme je disais tantôt, une déclaration de fin de travaux, on n'a pas besoin de faire signer le consommateur. On va dire, moi, je l'ai fini là. Et puis, à ce moment-là, il va avoir l'inspection va être reportée, l'inspection de pré-réception et l'inspection de conformité va être reportée à la prise de possession. Devons-nous faire un parachèvement lors de la finalisation de la construction de notre maison modèle pour débuter la garantie? Ensuite, un changement de bénéficiaire dans un an, par exemple? Il nous arrive parfois de louer un inventaire temporairement pour aider un client, par exemple. La Quoi faire question, ensuite pour le parachèvement? la question, elle est excellente, mais là, on dépense en assurance au niveau du conseil juridique là-dessus. J'aimerais vraiment plus la référer au service juridique chez nous. Parce que la réponse n'est pas toute noire ou toute blanche. Il y a certaines nuances. Parce que dans un monde facile, avec des licornes, euh, la maison modèle, elle a été bâtie et elle est complétée exactement comme le client veut l'avoir. Dans la vraie vie, est-ce que ça se peut qu'il y ait des modifications qui vont être faites à la maison modèle? Donc, comment interpréter ça au niveau de la fin des travaux, de la garantie qui est transposée? Euh, je préfère référer cette question-là bien spécifique au service juridique. Est-ce que je suis responsable de ce qui est écrit sur ce formulaire ou c'est entre le client et l'entrepreneur? Même si j'ai un droit de regard, si l'entrepreneur finalement ne veut pas corriger la graphine sur le plancher du bois franc, dans le garde-robe, par exemple. Bon, sur l'intention de l'entrepreneur de faire ou de ne pas faire, l'inspecteur n'a pas de responsabilité à l'égard. La responsabilité de l'inspecteur, c'est d'accompagner son client. C'est une responsabilité d'information. Mais la décision de mettre un élément ou de ne pas le mettre appartient au consommateur. Et là, la qualité d'information, si je m'en vais dire le graphique, ben ça, c'est un trouble normal en dessous de ça de même, c'est peut-être pas le meilleur conseil. Fait que c'est plus sur la qualité du conseil là, qu'il pourrait avoir une certaine responsabilité. Là, c'est très hypothétique de ce que j'en mets, là, mais c'est juste nuancé. Allez-vous ajouter un autre webinaire pour les condos, pour ce même sujet? Je prends note. Ceci dit, pour les parties privatives, ça s'applique. C'est seulement pour les parties communes que c'est d'autres choses. Un autre encadrement. Donc, ça fait le tour des questions, Marco. Donc, merci. Il est 13 heures pile. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous transmettre la présentation par courriel dès que possible. Donc, sur ce, à tous les participants, à toi, Marco, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tout le monde d'avoir dîné avec nous autres, puis merci Fabrice beaucoup. Merci.